Aujourd'hui, on va regarder l'avion autrement. Pas depuis le siège 27B, coincé entre un accoudoir immobile et un voisin qui considère le vôtre comme une extension naturelle de son territoire, mais depuis les lois de la physique, de la biologie et un soupçon de bon sens humain. Pourquoi les portes d'un avion sont-elles pratiquement impossibles à ouvrir en plein vol, alors qu'elles n'ont ni serrure visible ni verrou apparent ? Pourquoi l'air en cabine nous rend parfois somnolents, déshydratés et soudain inexplicablement attirés par le jus de tomate, boisson pourtant rarement plébiscitée au sol ? Et surtout, ce fameux mode avion, réelle mesure de sécurité ou simple vestige réglementaire hérité des années 1990 ? Attachez vos ceintures, tablettes relevées, dossier droit, on décolle. Imaginez un avion de ligne stabilisé en croisière à environ 11 000 mètres d'altitude. À cette hauteur, l'atmosphère terrestre devient clairement incompatible avec la physiologie humaine. La pression extérieure n'est plus que d'environ 22 à 23 kPa contre 101 kPa au niveau de la mer. Concrètement, l'air est beaucoup trop raréfié pour permettre une oxygénation correcte du sang, et la pression partielle d'oxygène chute à un niveau où la perte de conscience survient en quelques dizaines de secondes. Pour éviter que les passagers ne vivent une expérience très courte et très désagréable, la cabine est pressurisée artificiellement. Mais pas jusqu'à l'équivalent du niveau de la mer, car cela imposerait des contraintes structurelles excessives à la cellule de l'avion. Les ingénieurs optent donc pour un compromis. Une altitude cabine équivalente à environ 6 000 à 8 000 pieds, soit 1 800 à 2 400 mètres. La pression y avoisine 75 kPa, ce qui reste parfaitement tolérable pour une personne en bonne santé. C'est dans ce contexte que les portes prennent toute leur importance. Les portes principales des avions de ligne sont conçues selon le principe des plug doors. Elles sont légèrement plus grandes que leur cadre et s'insèrent depuis l'intérieur vers l'extérieur. Tant que la pression intérieure est supérieure à la pression extérieure, la porte est littéralement plaquée contre son encadrement. Même si vous tournez la poignée, même si le mécanisme se déverrouille, même si vous êtes exceptionnellement motivé ou très entraîné physiquement, la différence de pression génère une force colossale. On parle de plusieurs dizaines de milliers de newtons, soit l'équivalent de plusieurs tonnes appliquées sur la surface de la porte. Aucun être humain ne peut physiquement vaincre cela. Mais alors, comment expliquer l'incident survenu en mai 2023 sur un vol d'Asiana Airlines, où un passager a bel et bien ouvert une issue de secours en plein vol ? La réponse tient essentiellement à un facteur clé, l'altitude. L'événement s'est produit lors de l'approche finale, à environ 200 mètres du sol. À ce stade du vol, la cabine est presque entièrement dépressurisée et la pression intérieure est très proche de la pression extérieure. Il ne s'agissait pas d'une porte principale, mais d'une issue de secours de type plug reposant sur le même principe mécanique. Son ouverture a été rendue possible uniquement parce que l'avion évoluait à très basse altitude, avec une différence de pression quasiment nulle. En croisière, à 11 000 mètres, ce scénario est physiquement irréalisable. Même si la poignée bouge, même si le mécanisme interne est actionné, la porte reste bloquée par la pression. La physique ne se négocie pas. Elle s'impose systématiquement. Reste une question fondamentale. Pourquoi voler aussi haut, dans un environnement où l'air se raréfie et où la température extérieure chute jusqu'à environ -56,5 degrés selon l'atmosphère standard ? La première raison est l'efficacité énergétique. À 11 km d'altitude, la densité de l'air est environ 3 à 4 fois plus faible qu'au niveau de la mer. Moins d'air signifie moins de traînée aérodynamique. Moins de traînée implique moins de poussée nécessaire pour maintenir une vitesse de croisière élevée et donc une consommation de carburant réduite sur les longues distances. Les moteurs à réaction bénéficient également de ces conditions.
Contrairement à certaines idées reçues, l'air froid est favorable à leur rendement. Une température d'entrée plus basse améliore l'efficacité thermodynamique du cycle de Brayton, en augmentant l'écart de température exploitable avant d'atteindre les limites métallurgiques des turbines. L'air plus dense à basse température permet aussi d'augmenter la masse d'air aspirée pour un régime donné. Certes, la phase de montée consomme beaucoup de carburant, mais cette dépense est largement compensée par une longue phase de croisière stable, durant laquelle l'avion évolue dans sa plage de fonctionnement la plus efficiente. Voler plus haut permet également de s'affranchir de la majorité des phénomènes météorologiques violents concentrés dans la basse troposphère, améliorant le confort et la sécurité. Enfin, il y a les courants de jet, ces véritables autoroutes de vent pouvant dépasser 300 km/h. Exploités dans le bon sens, ils réduisent le temps de vol et la consommation. Subis à contre-courant, ils rappellent brutalement que l'atmosphère n'est pas toujours coopérative. Voler haut a cependant un coût, et ce coût est structurel. À chaque vol, le fuselage subit un cycle complet de pressurisation en montée et de dépressurisation en descente. Le métal ou les matériaux composites se dilatent et se contractent. Répété des dizaines de milliers de fois, ce phénomène engendre une fatigue des matériaux. En aéronautique, le nombre de cycles est souvent plus critique que le nombre total d'heures de vol. L'exemple le plus marquant reste le vol Aloha Airlines 243 en 1988. Ce Boeing 737-200, exploité sur de très courts trajets entre les îles hawaïennes, avait accumulé près de 90 000 cycles de pressurisation. Une combinaison de fatigue du métal, de corrosion et de défauts structurels a provoqué l'arrachement d'une large section du fuselage en plein vol. L'avion a réussi à atterrir, mais l'enquête a profondément transformé les pratiques de maintenance dans l'aviation mondiale. Depuis, les normes de certification imposent des essais de fatigue équivalents à 2 durées de vie complètes de l'appareil, ainsi que des inspections ciblées, répétées et strictement documentées. Le différentiel de pression maximale est volontairement limité, généralement entre 55 et 62 kPa. Les avions récents, comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350, grâce à l'utilisation massive de matériaux composites, peuvent maintenir une altitude cabine plus basse, souvent autour de 6000 pieds, améliorant nettement le confort des passagers sans compromettre la durée de vie de la cellule. Reste enfin le mode avion et les mystères plus quotidiens du voyage aérien. Contrairement à une croyance persistante, aucun accident majeur n'a jamais été officiellement attribué à l'utilisation d'un téléphone portable allumé en vol. Dans les années 90, avec la généralisation de la téléphonie mobile, 2 préoccupations majeures émergent. La FAA, chargée de la sécurité aérienne, souhaite éviter toute interférence électromagnétique, même purement théorique, avec les instruments de bord. De son côté, la FCC, responsable des réseaux terrestres, craint qu'un téléphone en altitude tente de se connecter simultanément à de nombreuses antennes au sol, perturbant le réseau. En 1991, l'utilisation des téléphones cellulaires classiques est donc interdite en vol aux États-Unis et le mode avion s'impose comme une solution simple pour désactiver les émetteurs. Aujourd'hui, la situation a évolué. En Europe, l'utilisation de réseaux mobiles en vol est autorisée via des picocellules embarquées qui connectent les appareils à bord avant de relayer les communications par satellite. Le mode avion relève désormais davantage d'une règle opérationnelle liée à la gestion du réseau, au confort et au calme en cabine. Aux États-Unis, les appels vocaux restent interdits principalement pour des raisons sociales. Quant à la nourriture en avion, si tout semble fade, ce n'est pas une conspiration des compagnies. L'humidité en cabine chute souvent entre 10 et 20%, asséchant les muqueuses nasales, réduisant l'odorat et, par extension, la perception du goût. Des études montrent que la perception du sucré et du salé peut diminuer de 20 à 30%, tandis que l'amertume et l'umami sont moins affectés, expliquant le succès inattendu du jus de tomate.
L'air en cabine est pourtant renouvelé toutes les 2 à 3 minutes et filtré par des systèmes HEPA capables de capturer 99,97% des particules fines. L'inconfort ressenti provient donc surtout de la combinaison pression, sécheresse et bruit. Voilà ce qui se passe réellement derrière ce hublot. Si ce voyage vous a appris quelque chose, laissez un pouce bleu. Dites-nous en commentaire les faits que vous connaissiez déjà ou ceux que vous venez de découvrir. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations technologiques. À très vite!